Donc, Félix, ça nous tentait de parler un peu de son cas parce que, bon, il est 0-8 en finale dans sa carrière. Gagné aucun set en finale. 0-16. 0-16 dans les 7. Ouais, dans les 7. Puis c'est assez bizarre parce qu'on se serait pas attendu à ce qu'il y ait de la difficulté à être un champion parce qu'il l'a été dans sa jeunesse. Là. Il y a vraiment l'esprit combatif du champion. What's up tout le monde? On est là? Est-ce qu'on est là? On est là! On est présent. Bienvenue au Poussée de base, ça va bien les gars? Hey, Ça va ça va bien, vous autres? Ben ouais, ça va, Ouais. ça va. Grosse semaine ou relax? Ouf, les impôts. C'est Les pas, impôts. c'est C'est pas le temps pas des le temps impôts. des impôts, mais grosse semaine, on a réussi à jouer au tennis cette semaine Ouais. 2 fois. Ouais. Une fois Marco puis moi. Ouais. Puis là, je l'ai niaisé en fin de match en disant « Ça va me faire une anecdote pour le podcast. » Gagné 6-1, 6-2. Donc, on est revenu là. Ouais. La dernière fois, c'était 7-5, 5-5 quand on en a parlé au podcast. Gros match serré quand même. Ouais. Puis là, Là, 6-1, 6-2? On est revenu dans nos bonnes vieilles pantoufles. Est-ce que je peux utiliser ma carte excuse? Ouais. Ouais. Ok. Ça, on t'en a pas parlé. Ouais, Ok. c'est Y a-t-il que quelque chose qui s'est passé? tout le monde le voit un peu, j'ai les cheveux quand même longs, d'une longueur qui est quand même Astronomique. astronomique, puis ça se voit, tu sais. Puis il ventait beaucoup cette semaine. Puis j'avais oublié de m'amener quelque chose pour me mettre ça à la tête. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que tout le long du match, j'avais les cheveux dans les yeux. La raison pour laquelle j'ai perdu. Mais tu pourrais pas Mais traîner un seule. élastique ou quelque chose? Tes cheveux Non, sont assez longs, j'avais rien traîné. Ok, fait que t'étais Ouais. vraiment au dépourvu. Au dépourvu, puis Le vent du Nord. c'est pas vraiment une excuse. Là, Mais le dernier set était drôle parce qu'il a give up vraiment vite. Les services par en dessous. Ah, il a fait un service par en cuillère. dessous! Mais c'est vrai que Marc, t'as la fâcheuse habitude de quand ça va pas bien, tu sais la plug vraiment vite, là, tu sais, de comme, là, D'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, les gars? Hein, on parle aujourd'hui du cas de l'énigme Félix Auger-Aliassime. Ok. Qui, ben là, au moment où on se parle, est présentement en demi-finale à Halle. Il joue contre Hugo Humbert. Tournoi de gazon. Tournoi de gazon. Fait qu'on est dans la saison gazonnée. Puis en ce moment, c'est 6-4, 3-4 pour Humbert. Fait que c'est Humbert qui mène, mais ils sont au service dans le deuxième set. Ok. Ça, c'est notre contexte actuel. Quand Ouais. vous l'écoutez, probablement que ce match-là est fini. Ouais. Plus belle lurette. Ouais, ça serait depuis quand même un assez bout, là. ironique si nous on fait un épisode complet sur le cas de Félix, comme quoi, bon, ça va pas bien dans ses finales pis tout. Puis il gagne demain. Puis il gagne demain parce qu'il a battu Hugo puis qu'il va battre. Bon, on le souhaite un Moi- peu. André Rublev. Ah non, c'est ça. On Moi, le souhaite Ben oui, on serait énormément. content, mais ça Ouais. serait ironique. C'était juste Ça ça. serait très ironique, en effet. moi, je le vois... bon, là, je vais peut-être en rétrospective m'haïr, là, mais je le vois revenir contre Humbert, potentiellement battre Rublev demain. Je dis ça, peut-être que j'ai de la Hey, cave dans le mais- futur. La dernière T'es très fois confiant. qu'on a fait des prédictions au podcast, c'était ouais, on est juste rendu au début de Roland Garros. Quand on va se reparler, Nadal va avoir gagné. Puis crime. C'est vrai! Ouais. Ça, c'est- On avait dit ça, puis Ça, c'est ça s'est ça pas nous a passé. snappé ses doigts, ça. C'est vrai. Bon, on fera plus de prédictions. Ouais, je Puis pense. Alex a pleuré. Non, j'ai pas pleuré. Moi, je pense que oui. Qu'est-ce que ça t'a dans la douche, ça compte-tu? Ouais, mais tu pleurais. Qu'est-ce que ça t'a dans fait, la mettons, douche. avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mettons? Que Nadal perde Ouais, un Roland? ben tu sais, ça faisait crime un bail. là. C'était quelle la dernière année qui a perdu? C'était 2000. 2016? C'est 2015-2016? 2016? Qui a que- perdu, ça serait 2016 Ouais, c'est ça. contre Djokovic en quart de finale. Ouais. Ou je me trompe. Ouais, Non, puis je c'était pense que Wawrinka en Il a 2015, gagné. genre. Vavrinka gagné en En tout cas, 2015 je veux pas. quand Nadal s'était retiré. Ça, c'était 2015. Oui, c'est ça, fait qu'il avait pas perdu. Bon, Right. ben, ce que ça m'a fait... on dirait que j'y croyais pas au début. Là. Ah ouais, hein, c'était Surtout que il y a complètement son surréel. premier set contre Djoko me faisait vraiment penser au premier set de la finale de l'année d'avant. Mhm. C'est-à-dire que Nadal est complètement dominant. Je crois qu'il mène 5-1 dans le premier set, Très quelque chose comme ça. confiant aussi. Mhm. là. Puis Djoko joue pas mal, c'est juste que Nadal est transcendant. Là. Puis là, il Puis y a... il jouait un peu de même dans le premier set, Nadal à Roland, dans le fond. là. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est ça. mais qui perdent les trois d'après. En ça, 4? je serais- ouais. Genre, En Puis là, en 4? ben tu sais, en même temps, avec qu'est-ce qu'ils viennent d'annoncer, où on se parle, pas de Wimbledon, pas de Jeux Olympiques,
sais, peut-être qu'il y avait des blessures ou peu importe, qu'on savait pas au moment Ouais. tu sais, du match qui aurait pu. Ouais, mais ça fait partie de la éclairé. game. Tu sais, mon fils, il disait dans un live Instagram pendant la pandémie que Mhm. on le sait tous que Nadal était blessé contre Söderling. Tu sais, moi, je savais pas. Là. Je Ben, m'en on doutais n'écoutait peut-être, pas. mais Toi, t'écoutais Moi, vraiment je- le match en 2009? ouais, je l'ai peut-être vu en live ce match-là. Mais bref, mon fils disait, ouais, les joueurs, on est pas mal au courant que oui, il a perdu contre Söderling, mais il était un peu blessé ce jour-là. Peut-être que c'est encore ça contre Djoko, mais props à Djoko qui a vraiment joué un gros match, Il a levé son niveau de Qui a- jeu. là. qui a joué une grosse finale aussi. Puis qui là, vient tu d'aller sais. chercher tu sais, son 2e titre de Grand Chelem à Roland-Garros et faire en sorte qu'il y ait 2 Grands Chelems de chaque. Là. Ça, c'est une autre conversation, mais on En tout cas. s'entend que. Ouais, double career Grand Slam. Ah, c'est assez important. Golden. Ça en dit Je sais long. plus c'est quoi le terme. Ils disent career, je pense. Anyway, les quatre. Ouais. Fait que c'est ça mon take sur Rafa, mais aujourd'hui on est là pour parler de Félix, Ouais. les gars. Yes, mais avant de parler de Félix, on peut peut-être remercier le Lagabière. Ouais, quand même, Même, ben oui. smart, le Lagabière, nous fournir Des bonnes petites bières. des bonnes petites bières pour nos tournages de podcast. Oh, Yes. pareil. Lennon Attention à la table. Ouais. C'est la décapsule. Je mets des capsules en live pour vous. Donc, Pour moi. Félix, ça nous tentait de parler un peu de son cas parce que, bon, il est 0-8 en finale dans sa carrière. Gagné aucun set en finale. 0,16 0-16 dans dans les 7. Ouais, dans les Mhm. 7. Incroyable. Puis c'est assez bizarre parce qu'on ne se serait pas attendu à ce qu'il y ait de la difficulté à être un champion parce qu'il l'a été dans sa jeunesse. Là. Il y a vraiment l'esprit combatif du champion. Pour faire un petit recap là, de la carrière junior de Félix, puis vous pouvez intervenir si vous avez des stats que je connais pas. Là. Mhm. Mais tu sais, ça part à 11 ans à Oré à l'Open Super 12, plus gros tournoi 12 ans et moins du monde en France. Moi, j'ai écouté les genres de rediff de ce tournoi-là parce qu'à ce moment-là, je jouais. Là, tu sais, c'était- je le checkais déjà. Puis à 11 ans, puis à 10 ans, l'année d'avant, c'était rendu en demi, genre ou quelque chose comme ça là, dans les dernières rondes. À 10 ans, Il y avait, Quand c'est 12 ans, des années moins. c'est fou, là. il avait battu un Russe en finale, ou je me trompe? ouais, non, c'est Ouais. ça, c'était un Russe. Hey, je sais J'avais pas pourquoi je me regardé ça, moi souviens de aussi. ça. C'est des matchs qui sont disponibles sur YouTube si vous voulez aller voir. Ouais. Félix est déjà sponsorisé par Babolat, je pense, à cette À ce époque-là. moment-là, ouais. Bon, il est phénoménal pour un kit de Ben, 11. Là. Ça n'a pas de bon sens. là. Hey, ça disait- joue à balle, ça n'a aucun Mm. sens. Là. Ouais, Tu il regardes disait ça. que c'était l'équivalent de Roland Garros pour les 12 ans et moins à cette Mm. époque-là. Mais je pense que c'était vraiment un des plus gros tournois. Donc, il gagne ça à 12 ans. Bon, à 14 ans, il est pris. Tennis Canada le prend sous son aile puis l'amène au Centre national pour être développé. Ouais, ouais. Avec, il était 7 garçons, je pense, à être ensemble au Centre national à 14 ans. Fait que on a misé sur lui très jeune et avec raison parce qu'il était dans les plus dominants Ah, il des était hors catégories norme, au-dessus là. de lui Ouais, ouais, déjà. tu sais. ça n'avait pas de sens. Bon, la stats que je vous parlais tantôt, ça m'a fait capoter. Le record, là. Il y a un Ouais, record, Je là. suis curieux, on dirait. d'entendre ça. En mars 2014, devient le plus jeune joueur jamais qualifié pour un Challenger. Et en mars Ok. 2014, si tu fais le calcul, il est né en août 2000. 2000. Fait Fait que, que- il y a 13 ans aussi. Je sais pas. Il y avait. Tu me dis qu'en 2014, mars 2014, quand il avait 13 ans, il a été qualifié pour un challenge. Exactement, C'est en 2014. C'est une stat que j'ai trouvé peut-être que. En tout cas, C'était j'ai pas en trouvé ça mars sur un 2015. site legit, mais c'est peut-être 2015. Mais... Je crois que c'était en mars 2015. Parce qu'il avait Anyway. vraiment 14 ans. Ok, bon, il y a peut-être 14 ans. Mais Parce que même 13 à ans, ça, tu peux pas. En tout même cas, incroyable, que ça là. soit 13 ou 14, rendu là, c'est quand même Malade. un ado de Ah, secondaire c'est 1, phénoménal. 2 ou 3 qui joue contre des hommes qui font ça de leur vie, là, tu sais. Puis Ouais, c'est ouais. pas n'importe qui, c'est des top 500 au monde, tu sais. Ah ouais, c'est- j'avais regardé. Je suivais beaucoup le tennis canadien dans ce temps-là. Puis ce match-là, mettons, je l'avais regardé. J'étais comme, c'est incroyable. Je comprenais même pas ce que je voyais à 14 ans. Ce qu'il produisait comme tennis. J'étais comme. Il est là, tout en puissance. Il y a à peine genre. On a perdu une Ouais. lumière, ça va revenir, j'imagine. On est un peu. Fait que ouais. Mais ouais, c'est incroyable. Ok, on est de retour. Yes, petite interruption, ben ça arrive. La lumière se problème lumineux. rallumait. T'es On capable de le on dire. recut. Non. Non, la lumière, elle se rallumait plus, fait qu'on l'a réallumée. Bon. Fait qu'on parlait de Félix à 14 ans Yes. Ouais. au Challenger de Drummondville. Fait que ça, c'est déjà une grosse page d'histoire. Après ça, en 2015, il devient le plus jeune joueur à remporter un match pro et le plus jeune joueur à
à arriver dans le top 800 mondial. Tu parles un match pro de tableau principal. Ouais, c'est-à-dire que un tournoi pro, pas ATP, évidemment, ça devait être Challenger. Sûrement au Canada aussi. Puis top 800 mondial en 2015 pour Félix, c'est tôt, là. Tu sais, pour être dans le top 800 à 14 ans. Puis il me semble que c'était... il battait beaucoup de records. Là, je l'ai pas avec moi, mais qui datait de Nadal, tu sais, en termes de jeunesse, puis de où il était rendu à son âge. Les expectations face à Félix étaient tellement hautes du fait que ce gars-là a juste brisé les barrières puisqu'on s'attendait de lui depuis qu'il est tout jeune. Là. Puis elles le sont encore. Ah ouais, c'est ça. Ouais, gros engouement, puis on y reviendra là-dessus. Bon, en 2015, il gagne son premier titre junior avec chapeau en Coupe Davis. Il gagne la Coupe Davis junior pour le Canada. Il gagne le titre en double des garçons juniors à l'US Open. L'année d'après, en 2016, il gagne l'US Open en simple junior. Tu sais, c'est fou, là. Puis, question pour toi, Alex. Je sais pas si tu l'as. Est-ce que c'est cette année-là qu'il avait fait la finale à Roland? Junior, qui a perdu alors qu'il y avait des balles de match. J'aurais tendance à dire que oui. Ouais, mais ça, c'était en 2016. 2015? Moi, c'est ça, 2016, c'est vraiment la dernière année qu'il a joué junior. Puis je me rappelle que... Il jouait pas beaucoup junior. Là. Non, c'est ça, parce que je pense que c'est Borfiga ou Louis Borfiga qui gère le développement du tennis canadien. Il disait que Félix est prêt pour être pro. Il faut qu'il arrête de faire des tournois juniors. On l'envoie pro dès l'année prochaine. Fait qu'il a fini sa tournée des Grands Chelems juniors. Puis après ça, il est allé pro. Ce qui est quand même, encore une fois, très jeune. On ne le dira jamais assez. De 2015 à 2017, là, il gagne 5 titres pro, Challenger et Futur. Fait qu'on dit que Félix est 0-8 en finale de tournoi, mais ce qu'on veut dire, c'est des tournois ATP. Ouais, c'est que si tu exclus au final les tournois Challenger, c'est que... Exact, parce qu'il y avait 16 ans, je veux dire, puis il gagnait des tournois pro, là, fait qu'on... On va lui donner quand même le crédit parce que la majorité des joueurs ne gagnent même pas un tournoi Challenger dans leur carrière. Oui, tout à fait. Un Challenger, on en parlait dans le tout premier épisode du podcast qu'on a fait. Il y a des joueurs canadiens qui sont là depuis des années. C'est super dur de rouler sa bosse sur ce circuit-là, mais il y a du monde qui font leur vie là. Puis d'aller au niveau supérieur, là, se mettre à jouer jouer constamment des tournois ATP. Faut que tu sois top 100. Là, ouais, puis lui, il a ce niveau-là. Mais tu sais, est-ce qu'on... Ben oui, évidemment. Là, mais... Donc, c'est ça. Il gagne les challengers de Lyon et de Séville, en Espagne. Il défend son titre l'année d'après, en 2018, à Lyon. Fait que back-to-back. Saison 2019 de l'ATP, ça, c'est son breakthrough. C'est là que le grand public a commencé à connaître Félix. En 2019, il fait un bond de 91 places au classement. Il passe du 108e rang au 17e rang mondial. Est-ce qu'il a gagné cette année-là, je sais que je pose des questions, là, mais est-ce qu'il a gagné cette année-là le Most Improved ou le Newcomer of the Year? Ah non, il l'a peut-être pas eu. Chapeau l'a eu. Ouais. Mais, on dirait que je sais même pas s'il a gagné ce prix-là. OK. En même temps, tu sais, c'est... On n'a pas l'info avec nous autres, là. Il y a un prix de comme, tu sais, de genre, pas rookie, mais tu sais, ish, là, tu sais, ou non. Ouais. C'est le Newcomer of the Year. C'est ça, parce que, tu sais, Most Improved, tu sais, oui, mais c'est souvent des comebacks, là. Ouais, c'est comme quand Murray est revenu post-pile cette année. Ouais, Carreño Plus que genre le gars de 16 ans qui arrive dans la crew, puis dans les qui défonce, là. Là, en 2019, commence la disette des finales, tu sais, parce que, bon... On dira ce qu'on voudra, il y a des grosses saisons. Grosse saison 2019. Fait qu'il joue plus de tournois, il se rend plus loin dans les tournois. Des grosses performances. Bon, là, en février, c'est le plus jeune joueur à atteindre une finale d'un ATP 500, la catégorie de tournoi. Ça n'a pas de sens. Ce qui est l'avant-dernière catégorie dans les plus faibles. Tu as 250, 500, 1000 Grand Chelem. Fait qu'il joue à Rio. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est quand il a joué contre Laszlo Djere, qui avait une histoire vraiment incroyable, qui a perdu sa mère il y a des années du cancer. Puis que là, c'est vrai, j'avais en décembre avant, son père est décédé du cancer. Fait que là, il avait plus ses deux parents. Il jouait avec une genre de... il jouait avec... inspiré, là. C'était... Exact. Ouais, c'était beau. C'est les grands moments du sport. Ouais, ça arrive dans tous les sports par moment. Puis... Ça, c'était peut-être celle que j'étais vraiment le moins, mettons, déçu. Là, comme j'étais... Ouais, c'était pour l'histoire, c'était beau de voir Djere. Quand même un gros match, là. J'ai regardé une entrevue de Djere qui parle de ce match-là en se disant, tu sais, Félix, il est arrivé là,
avec un gros match. Le premier set, je pense qu'il a été plus facile, mais le deuxième set, c'était chaud. Là. Il me semble que ça finit 7-5 ou assez tight. Ouais, c'était serré dans le deuxième. Bon, sur terre battue, première finale de Félix. Peu de joueurs gagnent leur première finale. Là. Je pense que... ça fait partie de l'expérience, la maturité, apprendre à gérer, stress, gestion de moment, de devoir perdre en finale pour être en mesure de faire ça. Mais... C'est des grosses émotions. On se rappelle que Federer, Nadal n'ont pas gagné leur première finale, mettons. Là. Ben, je l'ai, là. Ah ouais, t'as cette stat-là? Ouais, j'ai cette stat. Moi, tout, j'ai... Juste par pure curiosité, là, j'étais allé voir. Puis ouais. Nadal a gagné à sa deuxième finale, puis Federer à sa troisième. Exact. Djoko a gagné à sa première. Serena aussi, j'ai regardé. Okay. Chapeau, évidemment, a gagné à Stockholm à sa première. C'était sa première? Ouais. Chapeau a 3... Chapeau a 3 finales. C'est vrai, il fait qu'on y reviendra, là. Finale, mais, tu sais, 3 finales, mais on parle pas de Chapeau en se disant que c'est... je sais pas qui il y a un en 3 aussi. Il y a un en 3, ouais, mais il fait moins de finales. Il y a une finale là-dedans de Masters 1000 contre Djoko. Fait que c'est des matchs que tu t'attends à ce qu'ils perdent. Ouais, contre Djoko, je veux dire. C'est ça, tandis que Félix, il y a quelques matchs, on y reviendra, tu vas sûrement bientôt nous dire contre qui, c'est un petit récital de contre qui a joué, mais il y a des matchs qui avaient des ouvertures là, pour Félix. C'était pas tout le temps des matchs impossibles. C'est ça. Fait que, ouais, bon, ça commence à Rio contre Jerry. Mars, il enchaîne ça. Bon, il devient le plus jeune joueur à atteindre une demi-finale au Miami Open. Vous vous rappelez de ça quand c'était Chapeau d'un bord contre Federer, Félix contre Isner de l'autre. Nos 2 Canadiens avaient perdu, mais ça, c'est très, très jeune là, pour se rendre aussi loin. C'était incroyable. Dans un Masters 1000. C'était Isner qui avait gagné. Ouais. C'est-tu l'année du Sunshine Double? Non, je pense que c'est l'année que Federer s'est fait battre par Isner. Il avait gagné Indian Wells. Federer puis il s'était fait battre par Isner. Avait gagné, genre 7-6, 7-6. Je suis pas sûr de la stat, là, mais... Oui, évidemment. Il jouait contre Isner. Ouais, le son service. Le Sunshine Double, je pense qu'il était encore chez Nike. Sunshine Double, c'est 2017. C'est sûr. Grosse année. C'est AO, Sunshine Double, puis Wimbledon. Bref, un vrai fan. Bref, pour revenir au final de Félix, 25 mai 2019, il est finaliste à Lyon, qui est un peu throwback mais rendu Lyon tournoi ATP. Là, on parle plus du Challenger cette fois-ci. Il s'incline 6-4, 6-3 face à Benoît Paire. Qui est le favori de la foule. Ce qui est, avec notre regard de 2021, un peu bizarre. Ouais, c'est sûr que si vous écoutez ça aujourd'hui, vous dites « Quoi? » Il a gagné des matchs, Benoît Paire. Mais en même temps, Benoît Paire, tu sais, on peut te dire n'importe quoi, mais c'est un joueur ultra talentueux. Puis quand il est drivé par le public, puis quand il a envie de se présenter, il est dur à jouer, là, tu sais. Il est fatigué. Ouais. T'es pas d'accord avec ça? Non, je suis vraiment d'accord. C'est un très bon joueur. C'est juste que là... Non, il y a beaucoup de belles qualités. Il y a des défauts qui prennent le dessus. Ah ouais, tout à fait. Puis... Mais très bien dit. Rien contre Benoît. Enchaîne à Stuttgart, en Allemagne. 6-4, 7-6 qui perd contre Berrettini. Berrettini qui était un upcomer là, à ce moment-là, qui s'en venait. Il s'imposait progressivement dans les meilleurs du monde. Puis il me semble que c'est cette année-là qu'il a fait Berrettini demi-finale à Shanghai, quart au US, rentrée de justesse aux finals. Ouais. 2019. 2019, ouais. Parce que 2020, il était training partner. Ouais, il était Schwartzman. T'as raison. Fait que c'est ça, perd contre Berrettini. Avec du recul, tu fais, Berrettini, c'est un tank. Très gros joueur. 14 octobre 2019, là, il se hisse au 17e rang du classement ATP après avoir débuté la saison au 108e rang, comme j'ai dit tantôt. C'est tellement une grosse année là, pour partir à l'extérieur du top 100 puis finir top 20. Là. Ouais. C'est incroyable. Maintenant, en 2020, il fait Rotterdam. Il s'incline contre Gaël Monfils, 6-2, 6-4. Pas beaucoup de chance dans ce match-là. Ensuite de ça, Marseille, en France, perd contre Tsitsipas. En octobre, là, vous vous rappelez, c'est plus récent. Avais-tu les stats de ce match-là? 6-3, 6-4 contre Tsitsipas. Puis, c'était pas très serré, ce match-là. Ouais, on dirait que dès que c'est les grosses occasions contre Tsitsipas, Félix, il a plus de difficultés, là, parce que début de carrière, il battait quand même régulièrement. Là. Je pense qu'il l'a battu 2 fois minimum. Indian Wells me vient à l'esprit rapidement, genre un 3e tour... qui avait tellement bien joué, là, comme j'en revenais pas.
Mais Tsitsipas a vraiment de la... C'est comme un peu sa bête noire, là. Comme il a vraiment de la misère Je pense qu'il l'a rattrapé dans les head-to-head depuis, d'après moi. Mais ouais, c'est sûr que Félix était 2 ans plus jeune environ puis qu'il réussissait quand même. Je pense que c'est ça, le 2 ans, aujourd'hui, il paraît, là, parce que sûrement que dans 2 ans, on pourra pas avoir cette conversation-là, parce qu'il va avoir reach des trucs, là, mais comme là, en ce moment, c'est vraiment ça qui fait la différence. Ouais. Ensuite de ça, en octobre, si on s'en rappelle, c'est plus récent, à Cologne, sur le terrain le plus gris de tous les temps. Ça me fait tellement rire des terrains gris, c'est fade. Puis c'est en intérieur, ça. Ouais, contre Zverev, il perd. Zverev gagne back-to-back Cologne 1, Cologne 2 en 2 semaines. Là. Puis Félix perd la demi-finale la semaine d'après. Zverev, là. Fait ça, que là, c'est 2 titres, là. Ouais. C'est ces 2 titres de l'année, je pense. Que personne ne va se souvenir de ça. Ouais. Je veux dire. Ensuite de ça, bon, c'est plus récent. Février, il perd à Melbourne en finale contre Evans. Juin, perd à Stuttgart contre Cilic. Ça, c'est vraiment récent. La semaine dernière. Ouais, au moment où on enregistre. Ouais. Aucun set gagné en 8 finales. Donc voilà, il y a 8 événements où est-ce qu'il atteint la finale. Aucun set gagné. Des défaites aux 8 événements. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Fait que, mettons, je fais un recap là, des joueurs contre qui il a perdu en finale. Il y a Cilic. Il y aurait Evans, après ça Zverev, Tsitsipas, mon fils, Berrettini, Père, puis Géré. Ouais. Là-dedans, on dirait que moi, personnellement, Père, Géré, je suis comme... Mais c'était ses 2 premières. Exact. Fait que tu te dis... OK, à ce moment-là, il y avait peut-être pas le sentiment de « faut que je la gagne » comme maintenant. Puis depuis ce temps-là, on dirait que les finales, pour vrai, peut-être le plus facile dans celle-là que j'ai nommée, peut-être Cilic. Puis encore là, Cilic sur gazon, je veux dire... Vous pensez pas Evans, vous, quand même, qui est un très très bon joueur, là, certes, là, mais... C'est un tricky opponent, Evans. Il est difficile à jouer, Evans. Puis quand il y a une bonne semaine, il peut battre Federer. C'était en début d'année là, à Melbourne, juste avant l'Australian Open. Il était bon. Il jouait très bien à ce moment-là. Fait que c'est ça, tu sais, on a vu historiquement que le succès junior, c'est pas un gage de succès absolu dans l'ATP. On l'a vu, on en a parlé avec Philippe Pelliveau, tu sais, dans notre premier épisode qui a tout pété sur le circuit junior, puis arrivé en ATP, on dirait qu'il trouve moins sa saveur, il a de la misère à s'imposer dans les meilleurs joueurs au monde. Bon, Félix, il a atteint le top 20, là, il est 21 au moment où on se parle. Ouais. Il va peut-être grimper, tu sais, il y a une belle performance à Halle cette semaine. Il y a des bonnes années, somme toute. C'est quoi son sky à Félix, là? C'est quoi son plafond d'après vous? Mais tu sais, c'est fou qu'on ait cette discussion-là, parce que si je veux juste faire du pouce, au début, quand on le voyait arriver dans l'ATP, tout le monde disait que Félix, là, c'était le futur, tu sais, on le voyait un peu comme qu'on parle de Sinner en ce moment, là, tu sais, de comme le futur gagnant de Grand Chelem, possiblement numéro 1 au monde. Ouais. Tu sais, est-ce que vous avez quand même cette expectation-là? Moi, j'ai un peu un take là-dessus, mais je pense vraiment que Félix, autant il a l'air vraiment d'avoir le sang-froid, puis qu'il n'y a pas grand-chose qui l'atteint, puis qu'il est vraiment focus sur ce qu'il faut qu'il fasse. Je pense vraiment que le fait d'avoir autant d'attentes, peu importe si t'es le meilleur, t'as le meilleur mental ou t'es vraiment la personne la plus dédiée à ton sport, je pense que peu importe, il va avoir un poids sur tes épaules. Puis je pense que ça je sais pas comment le dire, là, mais tu sais, ça se voit un peu là, dans la façon qu'il performe dans les gros moments. Là. Je trouve vraiment qu'on dirait que soudainement, dans son jeu, il y a quelque chose qui... Puis même plus spécifiquement, on dirait que son revers, dans les gros moments, je sais pas, il y a de quoi avec son revers qui fait en sorte qu'il il est facile à attaquer là, de ce côté-là. Il y a quelque chose, du côté de son revers. Au tennis, surtout vu que c'est un sport individuel versus d'autres sports, que tu arrives dans le circuit ATP, surtout pour des joueurs très très prometteurs comme Félix, comme on en a d'autres en tête, que tu arrives jeune, puis on dirait que tu as la fougue de la jeunesse, tu as envie de briser les conventions puis de te hisser le plus haut possible. Mais tu sais, la partie comme début vingtaine, où est-ce que
sais, les attentes, t'es as déjà dépassées parce que t'es plus le jeune prometteur, le outsider, peu importe. T'es là, t'es 21e mondial, ça fait comme 1 an et demi, 2 ans que t'es dans le top 20-ish. Tu sais, t'es dans la place, fait que là, t'es la personne qui devrait gagner. Puis je pense qu'il y a tout le temps un petit gap de 2-3 ans qui est difficile pour bien des joueurs avant de trouver une certaine régularité puis de commencer à performer au niveau, là, tu sais. La différence entre je suis très jeune, je brise qu'est-ce qu'on attend de moi, les attentes, puis le moment, là, cette petite période-là. J'ai l'impression qu'il est là-dedans, là, tu sais, dans... L'entre-deux, un peu, là. Ouais, l'entre-deux entre, puis moi, je pense que ça va remonter. Je sais pas jusqu'à où ça va remonter, mais clairement que Félix, je pense qu'il a pas fini de nous éblouir. Ouais, puis je pense, juste à le voir jouer, je pense que s'il peut briser cette barrière-là, je pense que son potentiel reste encore un top 5. Là. On peut être d'accord là-dessus. Moi, je pense que ça va être un top 8 régulier. Comme des finals, il va en faire. Ouais, dans quelques années. Mais je sais pas, tu sais, il y avait un gros hype autour de Félix. On se disait, en tout cas, les gens nous faisaient croire que c'était comme un Tsonga niveau 2, là, tu sais. Comme genre, si Tsonga, c'était le Pokémon de base, Félix, c'est comme son évolution. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que... analogie, je sais pas, je connais zéro Pokémon. Mais je sais pas ce que les gens s'attendaient, tu sais, je veux dire, il y a personne qui gagne des grands chelems à 19-20 ans, à part des Hewitt, des Nadal qui sont des légendes du sport. Puis tu peux pas vraiment comme essayer de pinpointer un jeune qui va être une légende. Ça se passe quand ça va à se passer. Fait que moi, les résultats de Félix, c'est sûr que c'est 8 finales perdues, c'est décevant qu'il les ait perdues, mais il s'est quand même rendu à 8 finales très jeune. Quand tu regardes ça dans l'ensemble, son parcours, il est solide. Il reste aux alentours du 20e spot au monde. Il y a une genre de régularité déjà. Je sais que lui, ce qu'il veut, c'est se rendre top 10. Là. Ça, c'est assuré. Puis il l'a dit. Sûrement d'ici la fin de la saison. Là, je pense pas qu'il... Ah non, ça, c'est un objectif à court terme. Là. C'est ça. Je pense pas que de son côté, c'est comme j'aimerais être top 10 dans ma carrière. Là. Je pense qu'il vise même plus haut que ça. Puis il l'a dit là, qu'il voulait être premier mondial. Puis comme... Il est... Encore à ce jour, il est tellement trop tôt pour dire... il sera pas premier mondial. Ça serait ridicule de dire ça. C'est souvent ça qui arrive. Il est tellement arrivé jeune dans le circuit que là, on le considère comme un vétéran. Puis là, nos attentes sont vraiment hautes face à lui. C'est comme pourquoi il est pas cinquième? C'est ça, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. il est pas cinquième parce qu'il y a 20 ans. Là, mais c'est que le monde se dise, hey, ça fait 3 ans qu'il joue pro, qu'on en entend parler, qu'on le voit à Coupe Rogers, blablabla. Ouais. On s'attend à ce que là, ça soit juste linéaire, la progression. Pas linéaire, mais tu sais... Non, mais c'est vrai que ça fait... haut, là, même juste dans les médias, mettons, ça fait un bout là, qu'on entend parler de Félix. Là. Avec raison. Parce que c'est un talent qui est, à mon avis, générationnel quand même. Qu'on le veuille ou non. Là. Puis qui vient du Québec, d'ici. Ouais, c'est ça. Fou, il vient vraiment de chez nous. Là, fait que c'est quand même fou de puis, bon, récemment, Tony Nadal est devenu le coach de Félix. Ça en dit quand même long sur... Tony Nadal, qui est un des coachs les plus récompensés de l'histoire parce qu'il a suivi Nadal pendant la majorité de sa carrière. En ce moment, je sais pas c'est quoi son titre, mais c'est directeur de la Raphaël Nadal Academy. Il est vraiment haut placé. C'est pas mal à lui. Non, c'est à lui. Je pense que c'est lui. Fait que, il est niveau coaching tennis. Parce qu'on s'entend que Rafa n'a pas vraiment... Il y a pas... Mais Rafa, genre, oui, son nom. Oui, c'est son nom. mais son argent, probablement. Mais mettons, je dérive un peu. Là. Mettons, Tony Nadal, à quel point c'est un bon coach, selon vous? Moi, je pense que c'est un solide coach. Là. Parce que Rafa, en même temps, vous pensez vraiment que Rafa, avec un autre coach, il n'y a pas... Mais j'aime ce que Marco soulève. Il n'y a pas autant de grands chelems. C'est un coach, Tony Nadal, que ça a marché avec Raphaël. Avec un joueur. Puis ça a ultra bien marché. Ça a produit une légende. Là, on fera pas le parcours de Raphaël Nadal. Mais est-ce que ça va être la même chose avec Félix? Comme qu'on a déjà dit dans un autre podcast, j'ai l'impression que sa manière de coacher, il essaie de faire un petit Nadal numéro 2 en ce moment. C'est des trucs qui sont vraiment Raphaël Nadal qui impose à Félix, mais imposé, ou du moins qui implante dans son genre jouer plus loin de la ligne de fond. Être 10 pieds en arrière de la dernière ligne. C'est tellement peu Félix. Là. Félix devrait jouer... je suis pas coach, là, mais je veux dire, idéalement que le style de jeu... coach de... Ouais, coach de... Couch coach. Couch coach. Coach Mark. Mais
avec son style de jeu, il devrait jouer tellement proche de la ligne de fond. Là. Il devrait jouer dans le rebond, là, quasiment. Là. C'est un peu de la façon que je le vois. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que est-ce qu'il y a un coaching un peu unidimensionnel, tu sais, puis qui impose, il essaie de refaire ce que Nadal a fait, mais Nadal, c'est inhumain, là. Il y a personne qui va rejouer contre Nadal dans les 20 prochaines années. Il n'y aura pas un Nadal 2. C'est ça, là. C'est quelque chose que... C'est une bonne question, mais il y a quand même 17 titres Grand Chelem, Tony Nadal. En tant que coach, ouais. En tant que coach, puis on l'a jamais vu jouer avec personne d'autre, vous avez raison, mais laissons-lui sa chance avec Félix. Moi, c'est sûr, on dirait je peux pas m'imaginer qu'il n'y a pas une capacité d'adaptation. C'est un gars intelligent, il a réussi à former Nadal, veut pas. Il connaît le jeu. Puis il a poussé Nadal, tu sais, Nadal c'est un dieu de la terre battue, une bête. Puis il a réussi quand même à modifier son jeu pour qu'il soit dominant aussi sur toutes les autres surfaces, là, parce que à la base, Nadal sur gazon, ben, c'était très fort, mais c'était pas excellent pour aller chercher des Wimbledon puis tout, puis crime, il en a gagné. Ouais. Ben, c'est sûr que là, il a entre les mains une personnalité et un style de jeu vraiment différent. Ben, la personnalité, c'est assez similaire. Là. Ouais, les deux, c'est peu de réactions, beaucoup de... On dirait, pendant les matchs, beaucoup d'introspection, comme genre, toujours en train de... Félix a peut-être un peu plus de... un genre de main ses hanches, puis de... Ouais. Ça, quand il rate, je mais les deux, ils ont une grosse fougue quand même, là, quand ils font des gros points. On se rappelle de Félix qui se tient balls. Vraiment? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Non, moi, c'est une des meilleures célébrations que j'ai vues encore à vie. Là. Bon, fait que, mais pour revenir à Tony Nadal, dans la même entrevue de Louis Borfiga que j'ai écouté suite à cette annonce-là, que Nadal allait joindre l'équipe de Félix, Borfiga disait que Tony Nadal s'associerait pas à un joueur s'il voit pas en lui un potentiel de gagner un grand chelem. J'étais assez d'accord avec ça. Là, je suis tout à fait d'accord. Il s'associe pas à n'importe qui. Il y a la prospérité pour décider avec qui décide de s'associer. Ouais, puis je veux dire, il peut... C'est ça, comme tu dis, il peut coacher qui il veut, puis il peut ne pas coacher aussi, comme il est pas... je pense pas qu'il est... je pense pas qu'il est comme... Il est à la scène près, là. Fait comme... À ce niveau-là, oui, c'est un honneur pour Félix. Je suis d'accord. Mais il y a toujours une affaire de chimie, puis de... Est-ce que le timing est bon pour avoir Tony Nadal dans ton camp, tu sais? Moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est un peu la performance à Félix sur terre. Toute l'année. Comme est-ce qu'on peut en 2021, dire en même temps que la terre, c'est peut-être la moins bonne surface s'il y en a une de Félix? Ouais, mais est-ce qu'on se souvient qu'au début de sa carrière pro, c'était sa meilleure surface? Oui. Gros résultat. Ce qui est un peu bizarre à analyser, là, parce que est-ce qu'il a changé son style de jeu sur terre? Moi, je l'ai noté là, dans mes notes, comme quoi que Félix... contrairement à beaucoup de joueurs, il me semble versatile sur toutes les surfaces. Ouais, définitivement. Il peut être très, très menaçant sur toutes les surfaces. Est-ce qu'il y a des lacunes? Oui, là, mais est-ce qu'il y a des lacunes assez évidentes pour dire ça, c'est une moins bonne surface? Je le sais pas. Mais au final, ça fait en sorte que ce gars-là a tellement d'opportunités parce qu'il n'y a pas une partie de la saison où est-ce qu'il est inefficace. Là. Il est tout le temps là, possiblement c'est une caractéristique inhérente aux champions, là. Je veux dire, il y a peut-être pas le mental qu'il faut, il y a peut-être qu'il est shaky dans un moment important, mais au final, ça, c'est quelque chose qui se travaille. T'sais. Lui, il a la versatilité, quelque chose que Medvedev a pas, par exemple. Zverev, à la limite, que c'est plus difficile sur certaines surfaces. T'as des Tsitsipas qui le sont. Tsitsipas, c'est très versatile. Ouais. Pour moi, ça, c'est des joueurs qui sont dangereux à long terme parce qu'ils vont pas arrêter de s'améliorer. C'est ça. Puis Medvedev... Un team me frappe comme étant un joueur que j'ai rarement vu un joueur versatile comme ça. Ouais, non, je dis ça, mais... Ouais. Bon, le gazon pour Zverev, c'est plus tricky, difficile, mais c'est tricky pour tout le monde en même temps. Ouais, puis même Tsitsipas, je pense pas qu'il y a des énormes résultats sur le gazon. Mais c'est souvent ce qui fait la différence, entre des joueurs exceptionnels puis des joueurs excellents. Là, le gap entre dominer sur quelques surfaces, aller chercher quelques titres et dominer sur... être une menace sur toutes les surfaces. Puis des Federer, des Djoko, des Nadal, c'est aller chercher des titres partout. Il y a des joueurs qui se font des carrières
à être top 20 mondial en produisant sur la terre battue. Là, on pense aux Sud-Américains, aux gens de Garin, les Espagnols, souvent. Ramos, Vignolas, Casper Ruud, exactement. Ouais. Davidovic. Puis, ouais, mais lui, c'est à revérifier là, parce qu'il est encore très jeune. Ouais, mais... c'est sûr. Mais tout ça pour dire que Félix, lui, il a la chance de pouvoir compétitionner à peu près équitablement sur chacune des surfaces. Ce qui, pour moi, est quand même quelque chose qui est positif à long terme. Ben, je pense que c'est juste vraiment important si tu aspires à être dans le top. Là. Je veux dire, il y a personne qui se rend top 3 mondial en ne jouant qu'une seule surface. Peut-être Nadal, mais comme une année qui décide de jouer plus sur terre, mais tu sais, Nadal, c'est parce qu'il va te gagner 3000 puis un grand chelem sur terre. Fait comme, c'est sûr qu'il va être top 3. Là, puis il va quand même se rendre genre en demi puis en finale partout dans les grands chelems. Ouais, c'est ça. Puis ça, je veux dire, encore une fois, c'est 3 exceptions dont on peut pas parler parce que... Moi, je vous relancerais peut-être sur... j'ai marqué ça quand même en gros. C'est quelque chose que je trouvais qui revenait souvent dans la gestion de moment de Félix. Là, par gestion de moment, je parle... Il y a des moments dans ces matchs où est-ce que tu sentais que il manquait pas grand-chose là, pour prendre le gap. T'sais, on le sait, là, sur 1 ou 2 points, tu t'en vas chercher ce point-là, la tournure du set change au grand complet, tu ramènes le set, puis Dieu sait qu'est-ce qui peut se passer. Puis des fois, je le trouve, il y a plusieurs failles là, dans sa gestion de moments importants. Des fois, j'ai l'impression qu'il dépense peut-être un peu trop d'énergie dans des causes perdues, puis que ça fait en sorte que quand il doit vraiment aller chercher des points, des bris, peu importe, il est peut-être un peu moins efficace. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça aujourd'hui. Bon, ouais, c'est sûr qu'on l'a vu que les gros moments, ça y fait pas nécessairement. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un syndrome de l'imposteur ou une confiance fragile ou une difficulté. C'est sûr que ces résultats me mèneraient à dire quelque chose d'autre, mais je pense pas que lui le voit comme ça. Je pense que c'est juste que la communauté du tennis, il fait tellement ressentir qu'il perd tout le temps en finale que nous autres aussi, ça nous donne l'impression que c'est peut-être un joueur shaky. Le poids sur ses épaules, c'est sûr que lui-ci, là, si on peut en parler aujourd'hui, 0-8 en ATP, quand lui avait un match de finale, il sent, il sait, puis mon Dieu que la pression doit être double, triple, voire quadruple. La veille, quand tu rentres en finale avec un 0-7, mettons, ou un 0-8. Et puis la veille, il doit penser qu'à ça. Comme, c'est un peu tricky parce que plus ça avance, plus il perd en finale, plus la pression est énorme. Puis je parle même pas des autres, là, je parle même pas de la pression extérieure, je parle de sa propre vision des choses. Clairement, je suis pas dans sa tête, évidemment, mais comme ça doit peser, là, genre, quand même beaucoup. C'est sûr, mais c'est un sportif bien entouré. Il y a probablement un bon psychologue entourage. Sportif. Il y a probablement la tête froide par rapport à ça. C'est un professionnel. Là, il doit gérer match par match. Puis c'est arrivé, ça, là, les 8 finales. Mais quand tu regardes à son background, là, c'est que les gens souvent voient ça dans un tunnel, là, ces 8 finales-là, puis en parlent. Mais 5 titres pro là, dans les Future Challenger alors qu'il est très jeune, puis on parlera même pas de ce qu'il a fait en tant que junior. On le sait qu'il peut, là, il a l'âme d'un champion. C'est pas arrivé encore, mais selon moi, c'est pas dans son ADN d'être un choker, si on veut. Puis dans le futur, ces 8 défaites-là, en finale, ça va lui servir. C'est quand même des expériences. C'est de l'expérience. C'est quantitative au bout. Là, Puis il a joué plus de finales que beaucoup de jeunes. Beaucoup de joueurs pros établis. La plupart des pros. Là, en fait, ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr ça va l'aider. Est-ce que vous pensez, en ce moment, son coach qui le suit partout, c'est Frédéric Fontagne. Est-ce que vous pensez que éventuellement il devrait peut-être songer comme changer de coach. À changer, ou est-ce que vous voyez ça peut-être comme quelque chose qu'un nouveau coach pourrait, je sais pas, quelqu'un qui a gagné là, qui a de l'expérience là, je prends un exemple que Federer il est associé à Lubicic en ce moment là. Ben, Lubicic, il en a gagné là, des 1000. Puis je pense que Federer, c'est un peu cette perspective-là qu'il essaie d'aller chercher de quelqu'un qui a déjà gagné, même si comme Federer pourrait se coacher lui-même, puis il n'y aurait aucun problème. Là, mais comme, est-ce que vous pensez qu'à l'âge où il est rendu, en termes de tactique puis de jeu, il est un peu
assez développé dans ce coin-là. Peut-être que ce serait plus au niveau de l'aspect de champion, de gagner, qui devrait se développer un petit peu plus. Mais moi, je pense que je laisserais encore le temps. Le temps à faire son cours. Je pense qu'il est encore très jeune. Parce que ça fait un certain moment qu'il est avec. Ouais. Mais avec c'est lui, sûr là, que maintenant, il y a quelque chose qui embarque, que Félix, des fois, vient à perdre des matchs qu'il devrait gagner à cause de trucs tactiques un peu. C'est un revers qui est des fois défaillant ou dans son positionnement, des fois, c'est un peu risqué ou ça vient le mettre en danger. C'est peut-être qu'un autre aspect de coaching, une autre personne pourrait venir patcher des fois ces failles-là. Mais ces failles-là, ils montent juste sous pression. Ouais, ce que je trouve un peu... C'est assez révélateur. Là. Je veux dire, c'est pas vrai là, qu'il a de la misère à faire à bien exécuter son revers quand il joue en deuxième ronde à Stuttgart. Là. Comme, il va super bien son revers quand il joue contre Kopfer. Mais rendu là, c'est des plans tactiques de l'autre joueur de mettre des balles très très profondes sur son revers. Puis quand les joueurs, plus que tu avances dans un tournoi, vont être en mesure d'effectuer ces tâches-là, point après point après point. Mine de rien aussi, le style de jeu de Félix l'aide moyen là-dessus, là, parce que les coups qu'il doit faire puis les bonnes décisions de jeu nécessitent un sang-froid absolu souvent. Là, c'est des grosses balles dans le rebond pour rester dans l'offensive. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas aidant. Pour revenir à la question de Frédéric Fontaine, je sais pas, moi, si ça aiderait. En ce moment, on a un genre d'échantillon de ça là, pour voir si le changement de coach fait un changement dans sa carrière vraiment. Il est avec Guillaume Marx depuis très, très jeune. Là, ils se sont dissociés. Il a changé Guillaume Marx pour Tony Nadal. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence jusqu'à maintenant dans son attitude? Peut-être que je me trompe, mais on dirait que Tony Nadal, c'était peut-être plus pour la saison de terre. Peut-être que je me trompe parce que Tony, mettons, je l'ai pas vu il est pas dans à ses matchs. Il est pas dans le box. C'est pas toujours le voyage. Je pense que c'est un genre de d'aide d'entraîneur. Il a l'air vraiment d'un... il a l'air d'une opinion externe. Okay. C'est un peu comme ça que je le vois, moi, personnellement. Il en parle vraiment comme un coach, mais je l'ai vu pratiquer dernièrement là, sur gazon, puis Tony il est pas proche. Là, il est pas, fait que peut-être que c'était seulement pour la terre, ce qui serait très justifié. Je veux dire, à un moment, est-ce qu'il y a un meilleur coach de terre que Tony Nadal? Bon, sûrement pas. Peut-être Raphaël. Ouais, Raphaël va être un bon coach, mais au final, on dirait que son coach, là, qui le suit partout. Ouais, c'est ça ta question. Ça fait un bout là, qu'il est avec, puis oui, il a amené plein de trucs, puis c'est un très bon coach, Fontaine, je suis d'accord. Sauf que il y a un moment donné, si tu veux être, puis ça a été de même avec tous les champions, là, tous ceux qui ont eu des grandes carrières, ils se sont associés avec des gens qui ont eu des grandes carrières. On dirait que moi, c'est peut-être la façon dont je le vois. Djokovic avec Agassi, on a vu des duos. À part peut-être Nadal, mais encore là, Nadal est rendu avec Moya. Moya a eu une très grande carrière. Zverev, Ferrer. Zverev, Ferrer. Je veux dire, Ferrer n'a pas gagné de Grand Chelem, mais Ferrer, c'est le meilleur joueur à ne jamais avoir gagné de Grand Chelem. Probablement. Là, fait que c'est la réflexion que j'ai un peu par rapport à ça. C'est une bonne question, mais j'ai l'impression que les deux réponses sont bonnes. Ça peut l'aider de grinder avec lui puis d'évoluer. Ça peut l'aider aussi de faire du changement, ça peut jamais nuire. Je sais pas. Parce qu'il y a quelque chose aussi là, de quand tu évolues avec un coach, tu établis aussi une relation avec cette personne-là, puis c'est comme, ça se colle ensemble, ça se fusionne, puis là, tu évolues avec cette personne-là, puis c'est beaucoup plus facile aussi de communiquer tes torts. Bref, au final, la relation, les bases sont plus solides. C'est ça, versus l'arrivée d'un nouveau coach qui va parfois, parce que souvent, c'est un coup de dé, un nouveau coach aussi, là, malgré que la personne a peut-être gagné... quand elle jouait. Surtout dans un sport individuel. C'est ça. C'est spécial. Il faut être en mesure, quand tu es un coach, j'ai l'impression, d'avoir un regard assez extérieur pour pas vouloir implanter ton style de jeu au joueur ou à la joueuse que tu coaches,
faut que tu sois en mesure de bien t'adapter puis de comprendre. C'est vraiment, je pense... Mouratoglou le fait bien. Là, ça, c'est un joueur déchu là, qui n'a pas réussi à percer, mais qui aurait voulu faire ça puis qui s'est recyclé en tant que coach. Puis c'est probablement un des meilleurs coachs de l'histoire. C'est peut-être le meilleur coach en ce moment. Niveau résultats puis niveau ses associations. C'est vrai. Il s'associe avec de très bons joueurs puis ça semble toujours quand même vraiment bien fonctionner. Dans un bon pédagogue là, quand même. Ouais. C'est ça, fait que je pense... Il explique bien le jeu, je pense. C'est juste de trouver, soit de continuer parce qu'il pense que le fit est bon, ou si jamais il venait à changer de coach, de s'assurer de trouver un fit qui va être bien pour lui. C'est vraiment tricky. Ouais. Je voulais vous demander aussi un sujet que je voulais aborder, c'est est-ce que vous, avec du recul, mettons le recul qu'on a en ce moment qui est relatif, là, le peu de recul qu'on a par rapport à la situation de Félix, est-ce que vous trouvez que l'engouement qui a été porté à son égard depuis sa jeunesse, son temps junior, son début pro, est-ce que vous pensez que c'était trop par rapport à ce qu'il va réussir à produire dans sa carrière? Ou c'était justifié? Ou c'était... J'irais avec oui et non. Dans le sens où je pense que ça va être un joueur exceptionnel qui va accomplir des grandes choses. J'irais jusqu'à dire au moins un grand chelem. Top 5. Peut-être top 3. J'aime ça. Je veux des chiffres. Je veux du concret. Il y a du concret ici. Là. Moi, je suis... Tu mouilles, là, quand même. Je suis très concret en ce moment. Mais... Moi, je me dis la même affaire. Chapeau puis Félix, c'est un grand chelem minimum, selon moi. Mais... Surtout avec... Bon, on en parlera. Mais pour compléter... Mais pour compléter, mettons, genre... Je pense que les attentes étaient trop hautes, tout simplement parce que... non... Tu pouvais pas le comparer à un Nadal, tu pouvais pas le comparer à, tu sais, tous les noms là, qui citaient, là, que c'est le plus jeune depuis... Federer depuis Nadal depuis Djoko à faire ça, puis comparé à plein de grands joueurs, puis je pense qu'une bonne comparaison, c'est qu'il y a un moment donné qu'il a battu un record qui appartenait à Richard Gasquet, t'sais. Puis j'étais comme, je pense que ça en dit assez long de... Ce record-là est quand même phénoménal en termes d'âge, de comme c'était le plus jeune à... Je pense à gagner 2... j'en parlais avec vous autres tantôt, là, mais Félix est le deuxième plus jeune joueur à avoir gagné plus d'un challenger. Après Richard Gasquet. Ouais, après Richard Gasquet. Puis... Qui a eu quand même une très belle carrière. Oui, c'est une belle carrière, mais moi, quand même, de mon côté, j'ai mes réserves parce que Richard Gasquet, c'est pas quelqu'un qui a gagné un grand chelem. Il a peut-être gagné un 1000, mais je pense pas non plus. Ça semble pas. Mais très belle carrière au final, mais... Mais lui, on le voyait... C'est ça. Lui, il a évolué au junior en même temps que Nadal. Puis on se disait ça va être la compétition. Ouais. Fait que je trouve que les attentes sont un peu hautes parce qu'on essaie toujours de rattacher au nom, on essaie toujours de rattacher l'exploit au nom le plus reconnaissable. Tu sais, comme genre, on voit Nadal dans cette liste-là. My God, OK. Genre, tu le compares un peu sans le vouloir. C'est ça. Est-ce qu'il va avoir 13 Roland, Félix? Là? Comme, mais au final, on sait que non. T'sais, fait que je pense qu'il faut faire attention avec ça. Mais à 20 ans, pas de presse. Je pense pas qu'on peut tirer la plug sur quoi que ce soit. Là. C'est surtout aussi que on est dans un air que les standards, surtout au niveau du tennis masculin, sont tellement hauts avec ce que les trois autres ont réussi à faire que tu sais, gagner, tu prends ta retraite en ayant gagné 3-4 grands chelems. Là, c'est phénoménal. C'est phénoménal réussir à faire ça. C'est que là, on est dans une heure qui est Colin. Il y a 3 gars qui en ont 20 presque. Là. Mais ça reste phénoménal. C'est Murray. Ouais, Murray, on les voit comme des légendes du sport. C'est des légendes, ces deux-là. Là, mais je pense qu'on n'a peut-être pas pour répondre à ta question, on n'est peut-être pas à la bonne place pour y répondre. Parce que tu sais, clairement que Félix, depuis son tout jeune âge, c'est sûr qu'il gère très bien la pression, mais il a été le porte-étendard du tennis québécois, voire canadien, là, avec chapeau, parce qu'il a grandi avec ce nouvel engouement-là du peuple pour le tennis et pour ce sport-là. Fait que c'est sûr que nous, dans la position qu'on est, on va le sur-hyper, forcément, parce que c'est comme... idéalement, il en gagne, tu sais. C'est ça, c'est notre nouveau poulain, là, au final. Là, c'est un peu comme quand les Canadiens gagnent 3 matchs de suite. Ah, nous, la coupe! C'est ça. Pas nécessairement, là, Michel. Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça, fait qu'ils sont pas loin. On est peut-être pas. À partir. Hein? je veux pas en parler. On parlera pas du Canadien. On est sur autre chose. Mais c'est ça, on est peut-être pas à la bonne place pour faire ça. Mais c'est sûr qu'avec le parcours junior qu'il y a eu, les attentes étaient tellement hautes. On peut juste penser à des fédéreurs qui invitent Félix à venir jouer avec lui, à venir se pratiquer. T'sais, tout le monde l'attendait vraiment haut dans le monde du tennis. En ce moment, il n'est pas encore rendu là. Mais crime, il y a 20 ans, puis ça revient à ce qu'on a dit tantôt. Laissez-y 4-5 ans encore là, avant de juger trop vite s'il est en mesure de livrer les expectations ou non. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est fou avec Félix, c'est qu'il tu le voyais du plus... Quand j'ai commencé à le suivre, mettons, du plus jeune que je le connais, il exprimait déjà un désir de ne pas vouloir aller trop vite dans sa carrière. Il essayait vraiment de ralentir ce hype-là, puis c'est tant mieux. Ouais, très lucide. Sauf que très lucide, mais il y en avait tellement du hype que j'ai l'impression qu'il n'a pas pu le freiner à 100% comme il aurait peut-être voulu, puis que là, ça y retombe un peu dessus dans le sens où il est rendu à 20 ans, puis il a peut-être pas accompli ce qu'il aurait aimé faire déjà à 20 ans, puis on dirait que de ce côté-là, je sais pas si peut-être qu'il aurait même dû aller un peu plus, tu sais, je sais pas comment le dire, mais comme dans sa progression, tu sais, on dirait que même pour n'importe qui, ça s'est tellement passé rapidement que comme on l'a pas vu, Moi, je pense grimper, que là, si tu lui dis à 11 ans, ouais, en passant à 20 ans, tu vas avoir 8 finales ATP, tu vas avoir des demi en Masters 1000. Il va pas te croire, là. Il va être fucking hype. Ouais, c'est sûr. C'est juste que c'est le monde qui ont fait croire qu'il méritait peut-être plus que ça. Moi, j'ai l'impression que le jour où il gagne son premier grand chelem, là, cette discussion-là devient obsolète. Genre, ça va devenir « Ah, ben il l'a fait, il a réalisé le plus grand exploit du monde du tennis. Moi, je crois encore qu'il va y arriver. Ben Il a pas perdu de son potentiel, là. Il y a 20 ans. Moi, je pense... Hot take. Je pense qu'il gagne Wimbledon. Ah ouais. En premier? Je pense que oui. OK. Ben, je le vois... je sais pas s'il en gagne un autre. Je pense qu'il gagne Wimbledon. OK. Mais ça serait malade. Parce que quand un Federer prend sa retraite, un Djoko, qui est là pour gagner les tournois sur gazon? Pour vrai, de vrai, là. Moi, si j'avais à faire une prédiction comme ça, parce que je trouve ça quand même... Parce que là, j'aime ça, là. Je pense s'il avait à gagner un grand chelem, je pense que son premier, ça serait l'US Open. Ah ouais. Il y a eu des gros résultats aux US. Des gros résultats, puis tu sais, l'US Open, on le connaît, là, c'est le grand chelem le plus instable des cartes. T'as raison. Parce que c'est la fin de l'année. Bon, on va pas renommer tous les facteurs qui font en sorte que c'est le grand chelem le plus instable, mais je pense que Félix pourrait se faufiler, tu sais, prochainement, là, je te dis pas cette année, là, mais comme dans les 3 prochaines années, pourrait se faufiler, puis tu sais, rendu... T'sais, on l'a vu là, juste l'année passée avec une finale team, mon Dieu, c'est Zverev. Quand au début du tournoi, même si c'est quand même 2 joueurs excellents, là, mais c'était pas eux que tu voyais en finale. Il n'y avait pas Nadal ni Nadal, Federer n'était pas là, ouais. Tu voyais... Puis Djoko a été disqualifié. Hey, ça, c'était épais, hein. Mon Dieu. Je serais à 20 grands chelems, peut-être, au moment où on se parle. Fais attention où t'envoies tes balles. Là. Je veux dire... C'est la première chose qu'il t'enseigne quand tu joues au tennis, là. Je veux dire... Puis Djoko, c'est pas la première fois qu'il fait ça, là. Genre... juste... éclater une balle dans le public. Autant que le geste était tata, mais t'as tellement... Tu sais, pour avoir vu ça arriver en live, t'as tellement de compassion, là, parce que tu le vois aller, tu vois que c'est sincère, puis tu te dis, hey, il a jamais voulu faire ça, ce gars-là. Mais je pense en même temps que ce soit le numéro 1 qui fasse le numéro 1 mondial et potentiellement le gars qui allait aller chercher son 18e grand chelem. Je pense que c'était assez pour faire comme faut pas que tu genre faut que tu fasses un peu attention là, quand tout à fait. C'est comme quand Chapeau envoyer une balle dans l'œil d'un arbitre. Ouais. Ça c'était Coupe Davis, ça? J'étais sur place. Oui, j'étais dans la crowd et j'ai jamais entendu... C'était à Ottawa. J'étais allé voir, c'était la Coupe Davis contre Grande-Bretagne. Puis c'était 2-2. Edmund, hein? Ouais, puis c'était Edmund Shapovalov pour décider genre le gagnant. Puis Chapeau, ça allait pas. Là. C'était 3e set. Puis là, c'était 2-7 et un bris pour Edmund. Puis... le highlight qu'on a tous vu, là, le low light. Là, ça a dû glacer le sang à tout le monde, un genre de... Il n'y avait pas un son. Après ça, il n'y avait pas un son, puis j'étais comme, oh non. C'est fini. C'était terminé. Là.
le silence. Mais bon, Ouais. dommage. Une autre affaire avant de se quitter. Bon, on parle de Grand Chelem, là, mais on s'entend que dans les dernières années, il y a un modèle qui a été établi de les Grands Chelems se gagnent de plus en plus tard, surtout grâce au Big Three. Mais moi, j'ai l'impression que ce modèle-là va devenir une genre de boucle parce que aussitôt qu'ils partent, ces trois-là, la jeunesse va être rendue plus vieille qu'elle est censée pour gagner des Grands Chelems. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais. Les Zverev, les teams... Ça va avoir déjà 26 ans. Ça va être fin vingtaine, tu sais, ou deuxième moitié pour les Medvedev. Zverev est quand même d'un plus jeune de cette gang-là. Ouais, tout à fait. Tsitsipas, c'est le plus jeune. Puis après ça... Ouais. C'est vrai. Après, c'est comme Zverev, Medvedev, Rublev est très très jeune. C'est le plus jeune en fait, Rublev dans cette. Non, c'est vraiment Tsitsipas. Ah ouais? Il y a quelques mois par exemple. Ouais. Tsitsipas c'est jeune. Tout ça pour dire, est-ce qu'on devrait y mettre de la pression pour qu'il gagne aussi prochainement, alors qu'on le sait que le genre de modèle en ce moment, ça serait que les plus vieux gagnent. Ce qui n'était pas nécessairement ça avant. On dirait que ceux qui arrivaient avaient comme la fougue, l'énergie du débutant, je sais pas, de la rookie. Là. Ouais, fut un temps que c'était vraiment plus ça. Oui, le début de carrière des trois du Big Three, t'avais, puis même, tu sais, les Hewitt, Safin. Ou si tu remontes encore plus, un Borg là, qui a gagné tout plein de grands chelems avant ses 25 ans. Ouais, qui a pris sa retraite. C'est ça. C'est comme... le modèle change, t'as raison. Je pense que tranquillement, pas vite, tu vas avoir des gars fin vingtaine, début de trentaine qui vont gagner régulièrement des grands chelems. Je pense que ça va être ça le modèle. Mais tu sais, je pense qu'il faut, pour commencer à parler de ça, il faut établir c'est quand que les trois vont faire « Hey, on arrête. » C'est sûr que Federer, ça s'en vient. Federer, c'est Nadal aussi. Après les Olympiques, là, à mon avis. Là. Nadal aussi, ça ne serait tardé. Là. Il reste pas 5 ans, Nadal. Là, non. Djokovic, c'est à déterminer, mais c'est... On dirait Djoko, j'y vois encore un... Moi, je le vois encore là 4 ans. Comme potentiellement, Je pense qu'il reste jusqu'à 38 ans, ce gars-là. Il a pas l'air parti pour... Puis, tu sais, ça va gagner des grands chelems encore un petit bout. Ah ouais. Tu sais, Félix, il a 20 ans, là. Il a 15 ans de moins que... Ouais. Que Nadal. Que Nadal, 14, que Djoko en ce moment. Tu sais, ça se peut que dans 10 ans, il n'ait pas encore gagné de grand chelem, puis que ça soit pas grave. Statistique improvisée, il y a 19 ans pile de moins que Federer. Ah. Je le lance comme ça. Très improvisé. Très improvisé. Très vrai. J'aime ça que tu nous sortes la stat que personne connaît. Sont nés la même date. Ouais. Ok, j'aime ça. Une belle discussion. J'étais content de jaser de ça avec vous autres. Ouais, c'était le fun. On a fait le tour de Félix Auger-Aliassime. Si jamais Félix t'avais à écouter ça, ben, parce que là, on n'a pas vu le score depuis. Ouais. C'est ça. Le match est terminé, clairement. Là, mais je reçois des notifications dans mes poches. Puis j'espère qu'il a gagné. Mais... On est bien excités pour toi. Puis on espère te voir au podcast. Oh! C'est une invitation. Ah ouais. Ça viendra, je suis sûr. Ouais. Quand tu seras à Montréal, cet été, à l'Omnium Banque Nationale. Mais ouais, les gars, c'était super cool. On se revoit dans un prochain épisode. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. Ouais. Yes, sir. Comme d'habitude, c'est les 5 étoiles partout, c'est les pouces en l'air. 10 sur 10. On veut 10 sur 10. Je sais pas, ça c'est sûrement sur Deezer. Ouais, c'est ça. Ce genre de plateforme-là. Dailymotion, mettez-nous 10 sur 10. Ça sera pas là anyway. Ouais, c'est ça. Likez-nous sur YouTube, followez-nous partout. Vous allez avoir du contenu de qualité un petit peu partout, des petites vidéos inédites sur nos médias sociaux. Streamez ça partout. Là. Si tu viens de finir d'écouter ça sur Spotify, ben va-t'en sur Apple. Puis, genre, moi je sais, mettons que je suis livreur puis j'adore m'écouter parler. Fait que je vais puis fait que je vais mettre ça souvent dans mon auto. Sur Spotify, Apple Music. Partagez. Je pense qu'on aurait une mission. Faut que ça se rende à Félix, cet épisode-là. Faudrait... S'il y a quelqu'un qui le connaît personnellement, faites-y le mot. DM. Ben, merci beaucoup. Merci. Puis on s'en voit bientôt. Ciao, ciao.